Salut à tous, bienvenue dans cette édition un peu spéciale d'Europe Hebdo. Dans cette émission, je vous emmène en Finlande. Le pays est en récession et cherche à se réinventer. Comment trouver des leviers de croissance quand on est un petit pays du nord de l'Europe, fort de 5 millions d'habitants? Nous avons été à la rencontre de ce nouveau modèle économique finlandais. Mais d'abord, invité exceptionnel pour actualité exceptionnelle, le pape François était ici à Strasbourg pour délivrer son message à l'Europe face aux 751 députés. Le pape François a exhorté l'Union à respecter la dignité humaine et à remettre l'homme au centre de la construction européenne. Alors, José Mario Bergoglio peut-il rendre son âme à l'Union? C'est la question de la semaine posée par Simon Barbary. Et c'est Martin Schulz, le président du Parlement européen, que je reçois juste après. 4 heures chrono et 2 discours, le pape François n'a pas abusé de l'hospitalité alsacienne. Une visite éclair et un véritable sermon fait au vieux continent. Un peu partout, on a une impression générale de fatigue, de vieillissement, d'une Europe aïeule et non pas féconde et vivante. 26 ans que les instances européennes n'avaient pas reçu la visite d'un souverain pontife. Et pour ce retour, les représentants de l'Union en ont pris pour leur grade. L'Europe est trop technocratique, trop éloignée des citoyens, trop repliée sur elle-même. De tels propos de la part du représentant du Vatican, pas forcément l'État le plus ouvert du monde, cela pourrait faire sourire. Mais ce serait oublier que François est un pape à la parole libre, qui veut ramener le catholicisme à son message originel, la charité. On ne peut pas tolérer aujourd'hui que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Dans ces barques qui arrivent quotidiennement sur les côtes européennes, il y a des hommes et des femmes qui ont besoin d'accueil et d'aide. Dignité de la personne humaine, protection de l'environnement ou encore méfait de la société de consommation, malgré son court voyage, le premier évêque de Rome n'a pas été avare en messages. Alors le pape François a-t-il rendu son âme à l'Europe ? Bonsoir Martin Schulz. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Vous avez reçu hier ici dans ces lieux le pape François à votre invitation. Ça a été un petit peu un sermon de la part du pape François à l'Europe. Il a fustigé une Europe bureaucratique, loin des citoyens et parfois nuisible, ce qui a été repris d'ailleurs par Nigel Farage, le leader des UKIP ici au Parlement. Est-ce que vous pensez qu'il aura réussi à insuffler cette âme que l'Europe a perdue ? Tout d'abord, le pape a fait un discours très pro-européen. Il a fait un appel aux Européens de prendre l'idée de l'Europe, cette coopération des nations et des États au-delà des frontières, ensemble pour se renforcer mutuellement, pour garantir la paix à l'intérieur et à travers de l'Europe dans le monde, comme un cadeau prestigieux, précieux. Mais il a dit, cette idée est incontestée, mais vos institutions, vous êtes fatigués. Alors, redressez-vous pour sauver cette idée. Et ça, c'était un encouragement pour tout le monde qui pense... Il a parlé de vieille Europe, d'ailleurs. Voilà, c'est un encouragement pour les gens qui pensent comme moi, mais que M. Farage l'interprète dans son sens. C'était peut-être parce qu'il n'a pas compris ce que le pape a dit. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi a dit « aucune autorité religieuse, je cite, n'a sa place », dans une enceinte parlementaire, le pape est venu monologuer et nous administrer un prêche. Nous n'avons pas eu le droit à la parole. C'est vous qui avez invité ce pape à venir ici, une première depuis 26 ans. Qu'avez-vous à lui répondre à Jean-Luc Mélenchon? Tout d'abord, c'était mes prédécesseurs qui avaient invité le pape. Et moi, j'ai, lors de l'inauguration du pape François, répété cette invitation qui existait déjà avant. Et j'étais très heureux que le pape l'a finalement accepté. 2, M. Mélenchon a son opinion, mais la écrasante majorité de son groupe parlementaire ici au Parlement a applaudi à plusieurs reprises. Ils ont même commencé d'applaudir parce que je crois que les messages du pape étaient bien reçus par la gauche unie, peut-être pas par M. Mélenchon, qui, par ailleurs, il n'est pas très longtemps membre du Parlement européen. À ce moment où il était encore sénateur en France,
le Dalai Lama a adressé le Parlement européen, le Mufti de Damas a adressé le Parlement européen. Donc, il se trompe, ce n'est pas le seul créneau, il se trompe, mais là, il se trompe aussi. Donc, en gros, Jean-Luc Mélenchon n'a pas compris comment fonctionne le Parlement européen. C'est ce que je comprends. Non, écoutez, Jean-Luc Mélenchon, c'est un collègue qui est toujours à la recherche de vendre un scandale qui suit à l'autre pour se faire intéressant. Et bon, ça c'est aussi une stratégie dans la vie politique avec laquelle il faut vivre. Nous vivons très bien avec ça. Alors, il y a un autre scandale que le pape a fustigé, Monsieur le Président, c'est ces morts en Méditerranée. Il a parlé de la Méditerranée comme d'un cimetière. On se souvient tous ici, il y a un an, au mois de fin octobre dernier, à Lampedusa, plus de 300 morts, toute l'Europe s'en émeut. L'ancien président de la Commission européenne se rend sur place et depuis, rien. Alors, est-ce que vous allez laisser, vous, représentants de ces institutions européennes, faire de la Méditerranée un cimetière? Non, pas du tout. Moi, je me suis rendu lors de l'anniversaire là-bas. J'ai rencontré un certain nombre de survivants. L'Europe a besoin, et moi j'appartiens à ceux qui le proposent depuis des années, une autre politique de migration. Nous avons besoin de la garantie de l'asile politique. Nous avons besoin d'une protection temporaire beaucoup plus approfondie pour ceux qui ne veulent pas immigrer en Europe, mais qui cherchent protection pour guerre civile, par exemple, à cause des guerres civiles, ou des désastres naturels. Et il y a un troisième élément, l'Europe est un continent d'immigration et nous avons besoin d'un règlement européen pour l'immigration. Nous, ici au Parlement européen, avec une large majorité, nous sommes pour. La Commission, j'en suis sûr, a une majorité pour. Ça n'échoue pas à cause de l'Europe, ça échoue à cause de la volonté des gouvernements nationaux, pas de l'Europe. Donc le Conseil? Je crois pour les citoyens, c'est plus facile de dire le Conseil. Personne ne peut s'imaginer qu'est-ce que c'est le Conseil. Le Conseil, il y a le Conseil d'État chez vous en France. Mais là, c'est le Conseil des gouvernements et des chefs d'État qui est représenté au sein des institutions européennes. Plus simple. Le gouvernement de la France, le gouvernement de l'Allemagne, le gouvernement du Portugal. J'en ai marre de discuter toujours que l'Europe est responsable. Ici, on peut identifier les responsables. Les responsables sont ceux qui mettent l'intérêt national plus haut que l'intérêt communautaire. Et l'intérêt communautaire, c'est de mettre fin à ces événements indignes pour un continent basé sur valeurs qui se passent dans la Méditerranée. Donc, appel aux gouvernements nationaux de prendre leurs responsabilités. Alors justement, il y a un autre dossier sur lequel les gouvernements vont devoir prendre leurs responsabilités, c'est le plan de relance qui a été annoncé par Jean-Claude Juncker de 315 milliards. Est-ce que vous y croyez finalement? On met 21 milliards sur la table, mais encore au titre de garantie, pensant qu'on va pouvoir lever plusieurs centaines de milliards d'euros de l'autre côté sur les marchés. Est-ce que ce n'est pas utopique de croire qu'on va pouvoir lever ces fonds? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec le plan Juncker et je le soutiens avec conviction. Notre problème, ce n'est pas les 300 milliards. Pour tout le monde, il est clair que les 300 milliards, c'est un point de départ. Avec 300 milliards, on ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Le grand problème de l'Europe, c'est que l'argent qui est là, qui est disponible, n'est pas attiré par l'économie réelle. Le plan Juncker, c'est de donner des garanties pour l'attirer, les investisseurs privés. Et ça, c'est à mes yeux peut-être pas un bâton magique, mais un pas dans la bonne direction. Et la bonne direction est de terminer avec cette histoire qui nous vont raconter des gens pendant des années qu'il faut seulement assainir les budgets publics, réduire les dépenses et les investisseurs viennent et investissent. Nous réduisons les dépenses, on assène avec beaucoup des coupures des budgets publics, mais les investisseurs ne viennent pas. Alors, discipline budgétaire à l'un côté, oui,
c'est aussi une question de solidarité entre générations, mais jamais vous assainir un budget public sans croissance, donc relance par une combinaison des investissements privés et publics à l'autre côté. Et avec ça, Juncker change la direction de la politique européenne. Alors, il y a une action de la part de certains députés de cet hémicycle, notamment ceux des UKIP et du Front National, qui ont mis à l'agenda ce lundi une motion de censure contre Jean-Claude Juncker concernant le scandale du LuxLeaks. Donc, c'est des tax rulings qui sont des accords secrets qui permettaient en fait de l'évasion fiscale ou de l'exonération fiscale pour des grandes entreprises. Est-ce que ce n'est pas une action légitime, finalement, de la part de ces députés? Absolument, c'est légitime. On a besoin de 10% des membres légaux du Parlement pour présenter une telle motion de censure. Ça veut dire 76 députés. Et il y a 76 députés qui ont signé ça. Parmi eux, M. Farage, qui a, selon mes informations, des comptes sur des îles dans la Manche. Il y a Mme Le Pen qui prête l'argent aux banques russes, alors des experts qui ont présenté ça. Donc, vous réfutez la légitimité qu'ils auraient à pointer la responsabilité de Jean-Claude Juncker dans ce dossier? J'étais un peu surpris sur quelques hypocrisies. Juncker était 19 ans Premier ministre du Luxembourg. Il ne se n'est pas caché pendant ce temps. Il était toujours visible, même en France. Et que Luxembourg avait des règles très spéciales dans son système fiscal, c'était connu avant. Et moi, je ne suis pas intéressé dans son passé de Premier ministre luxembourgeois. Je suis intéressé que si sa proposition de l'échange automatique des données, d'informations automatiques sur les données des tax rulings, de ces règlements fiscaux entre les États membres est soutenue par 22 États membres. Je veux savoir qui sont les 6 qui ne le soutiennent pas et qui sont les noms des premiers ministres, des ministres des Finances et pourquoi ils sont contre. C'est ce qui m'intéresse parce que s'il y a les 28 qui le veulent, on peut immédiatement les mettre en vigueur. Donc, un autre cas où il ne faut pas blâmer ni la Commission ni le Parlement européen, mais il faut mettre les États membres devant leurs responsabilités. Alors, je voudrais qu'on pointe quelques questions internationales rapidement. Il était question d'un vote de résolution sur la Palestine, sur la reconnaissance de la Palestine. Ce vote a été reporté. Pour quelle raison? Ça, c'est une question extrêmement délicate et controversée entre les groupes, surtout à l'intérieur des différents groupes. Moi, je suis un Allemand pour la République fédérale de l'Allemagne. L'existence d'Israël est une raison d'être de notre État. L'Allemagne et mon ami Frank-Walter Steinmeier, qui est le ministre des Affaires étrangères, a une haute réputation sur les deux côtés, très reconnue chez les pays arabes et chez les Palestiniens, une haute renommée aux côtés israéliens. Donc, nous avons comme stratégie en Allemagne que sur la base de la stratégie de Oslo, dans un processus de la paix, la reconnaissance mutuelle peut passer. Ça, c'est pas seulement nous, il y a aussi d'autres. Par exemple, le Parlement espagnol a voté dans cette direction. Donc, il y avait encore des collègues qui avaient besoin un peu plus d'approfondissement de ces analyses et on va voter en décembre. Donc, vous pouvez nous annoncer aujourd'hui que cette résolution sera votée en décembre? J'en suis sûr. C'est tout d'abord reporté en décembre et je crois qu'on va voter en décembre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Merci à vous. Nous, on continue direction la Finlande. Ce pays est entré en récession il y a déjà quelques années et depuis la chute du géant Nokia, essaye de se réinventer. Reportage à Tampere et Helsinki de Paul Bouffard. Les journées sont courtes en ce mois de novembre. Au sud de la Finlande, à Tampere, le thermomètre affiche -1 degré. Le pays des 1000 lacs, un modèle d'État-providence scruté par toute l'Europe. Mais la crise économique est aussi passée par là. Population vieillissante, panne de champions industriels, le pays est en récession depuis 2012.
Comment ça va? Comme ci, comme ça. Visite matinale pour le docteur Oli Polo. Ce médecin du sommeil exerce ici, dans le privé, à la clinique Eunesta, mais aussi à l'hôpital public, non loin de là. Alors pour lui, le constat est clair, le système de santé finlandais va mal. Symptôme numéro 1, les consultations augmentent à la clinique privée. Les patients fuient les manques de moyens à l'hôpital. En 2013, le gouvernement lance un plan de réduction des dépenses publiques de plus de 9 milliards d'euros. À l'hôpital public, vous avez deux solutions pour vous soigner. Soit vous allez aux urgences directement, soit vous attendez longtemps pour avoir un rendez-vous, environ 3 mois. À Helsinki, l'ambiance est plutôt rock. Costume bien taillé, à l'aise sur scène. Ce n'est pas le dernier chanteur pop à la mode, non, c'est Alexander Stubb, le Premier ministre finlandais. Rêver, y croire, travailler dur et réussir. Il est là, devant des centaines d'entrepreneurs, tous réunis pour Slush 2014, rendez-vous européen des créateurs de start-up. Objectif, donner un nouvel élan à l'économie finlandaise. En 2009, un des piliers de cette économie, le géant de la téléphonie Nokia, rate le coche de la révolution smartphone. L'ancien leader mondial est racheté par Microsoft. Aujourd'hui, le Premier ministre booste l'émergence de dizaines de start-up, recyclant les ingénieurs licenciés. Il faut être un peu libéral. Je sais que ce n'est pas très populaire en France, mais je crois qu'avec l'économie, il faut toujours rester libéral. On a une Nokia qui était énorme, on a eu beaucoup d'ingénieurs et maintenant on a des ingénieurs un peu ailleurs qui créent beaucoup de sociétés comme Angry Birds ou Supercell. Angry Birds, Clash of Clans, des jeux sur smartphone qui font fureur dans le monde. Une fierté nationale pour ce petit pays de 5 millions d'habitants. Il y a aussi Trelab. Plus vite, allez, le résultat va tomber. Une start-up qui fabrique un petit smart tag, un jeton intelligent sans fil pour calculer les mouvements. Il y a Tero, 15 ans chez Nokia. Avec 3 autres anciens de la firme, ils ont regroupé leurs talents pour rebondir. Nous sommes les nouveaux moteurs de l'économie. Nous pouvons produire de nouvelles choses, de nouveaux business, une nouvelle manière de travailler. Pendant des décennies, l'économie du pays a reposé sur 2 champions, aujourd'hui à terre. La téléphonie de Nokia et l'industrie du bois. Nokia, c'était 7 milliards d'euros d'exportation en 2007. Aujourd'hui, plus qu'1 milliard par an. Pour la journaliste Päivi Isotalus, la Finlande met du temps à se réinventer. Nous avons perdu notre AAA en octobre dernier et ça a été un gros choc pour le pays. Parce que nous pensions être les meilleurs, on pensait que notre économie était la meilleure. La Finlande, 70% de son territoire n'est que forêt. La plus grande industrie de pâte à papier au monde. Et pourtant, les géants du secteur sont forcés de réduire la voilure. UPM, entreprise leader mondiale, tente le tout pour le tout. Rebondir avec les bioénergies et même un prototype venu d'ailleurs. Ça, c'est peut-être la solution pour plein de choses. Ce qu'on veut montrer chez UPM, c'est qu'une voiture peut être fabriquée entièrement en bois. Une voiture en bois, Biofort de son petit nom, un nouvel étendard pour la firme. Dans l'économie finlandaise, on peut aussi bien combiner les nouvelles industries comme les jeux vidéo avec l'innovation des bioénergies par exemple. Retour chez Trelab. Au cœur de la start-up, le laboratoire de Tero. Quand il s'est fait licencier de chez Nokia avec ses ex-collègues, il a bénéficié du Nokia Bridge, un programme de reconversion pour aider les salariés. 25 000 € pour que ces cerveaux créent leurs entreprises, un incubateur qui va même plus loin. Nokia a permis à certains de partir avec leurs brevets pour qu'ils développent leurs produits seuls. Notre expérience chez Nokia est vraiment la clé maintenant. Sans ça, on n'aurait pas eu ces atouts technologiques, ni l'accès à la technologie. Sans ça, on n'aurait pas eu les process dont on avait besoin pour créer notre produit. Reconversion réussie. À Slush, Trelab a été élu comme l'une des meilleures startups de Finlande. Et l'aventure ne fait que commencer. 13 personnes travaillent aujourd'hui sur le produit. Tero nous le confie, il compte bien doubler ce nombre d'ici l'année prochaine.
Et voici pour ce reportage donc en Finlande par Paul Bouffard. Le modèle finlandais peut-il s'exporter? C'est la question que je vais poser à Yannick Jadot. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes ici vice-président de la commission du commerce international et membre du groupe des Verts. Quand vous voyez un petit peu ce qui s'est passé en Finlande, donc récession en 2012, depuis 2012, politique de rigueur, l'État-providence, on a sabré dans les dépenses de santé, d'éducation, et finalement on essaye de se réinventer. Est-ce que cette politique de rigueur ou d'austérité n'a pas finalement du bon? Est-ce que ça ne permet pas de se relancer un petit peu? Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de sacrifier l'hôpital en Finlande pour aider les start-up et pour aider la transition énergétique. Ce qu'on essaye de développer à l'échelle européenne, on sait les secteurs qui aujourd'hui emploient, qui génèrent de l'activité, c'est la transition énergétique, les économies d'énergie, l'efficacité, les énergies renouvelables. C'est d'ailleurs le secteur de la santé, c'est même la Commission européenne qui le disait que c'est un secteur sur lequel il faut énormément investir, notamment en termes de formation de personnel. Les personnels de santé en Europe sont vieillissants, la population est vieillissante, on a besoin de nouveaux services. Et puis c'est le secteur du numérique. Donc il faut aider ces secteurs-là à se développer, il faut leur créer l'espace, mais il faut aussi s'assurer qu'on arrive à passer de l'ancienne économie, les énergies fossiles, des économies ou des secteurs d'économie très prédateurs. On voit le secteur de la forêt en Finlande qui est en train de détruire la dernière forêt primaire finlandaise en Europe. Donc il faut aider aussi à cette transition et la question de la formation des salariés, la question de la formation des jeunes doit être au cœur d'une politique européenne. Sinon on ne sortira pas du chômage des jeunes, on ne sortira pas du chômage de masse et on n'arrivera pas à se réorienter sur les secteurs modernes. Comme vous avez Alexander Stubb, donc, qui est le Premier ministre finlandais, qui vous interpelle en disant il faut libéraliser. Après tout, on n'aime pas ce mot-là en France, c'est un gros mot, hein, soyons clairs. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou quand vous parlez justement de ces start-up qu'il faut créer, de cette économie numérique qu'il faut libérer et de cette croissance peut-être qu'il faut retrouver via les énergies renouvelables, etc. Est-ce qu'il n'a pas raison finalement? Si c'est pour libérer les énergies, je suis à 100% d'accord. On voit bien qu'aujourd'hui, souvent dans l'économie, les énergies vitales, elles ne sont pas dans les vieux secteurs, elles sont dans ces secteurs très dynamiques. Donc libérer ces secteurs-là, je suis d'accord. Mais ce qu'on voit malheureusement le plus souvent en Europe, c'est qu'on continue à soutenir les vieux secteurs. On continue à subventionner le charbon, on continue à subventionner les énergies fossiles. Il y a un autre problème en fait qui est posé au travers de toute cette politique de relance de la croissance et j'aimerais qu'on écoute en fait l'intervenant qui était dans le reportage. Il a une question directe à vous poser. Comment pourriez-vous réduire les démarches administratives et la paperasserie imposée par l'Union européenne? Alors, même le pape en a parlé, hein, l'Union européenne a ce côté un petit peu nuisible de créer des règles là où il n'en faut pas. Comment est-ce qu'on pourrait un petit peu réduire toute cette paperasse et permettre justement de relancer cette économie par ce biais? Souvent, sur le papier, les fonds européens sont souvent les meilleurs fonds d'aide, que ce soit aux associations, aux entreprises ou aux collectivités. Mais c'est vrai qu'il faut généralement 1, 2 ans, voire 3 ans pour obtenir l'argent au bout d'un moment, avec des dossiers administratifs qui sont totalement hallucinants. Alors, il faut simplifier ça, tout le monde le sait à l'échelle européenne, c'est un engagement du président Juncker avec la nouvelle commission, mais il faut savoir que si l'argent européen est aussi difficile à obtenir, c'est aussi parce que les États membres impose des contraintes permanentes. Alors justement, Jean-Claude Juncker a présenté son plan de relance de 300 milliards. Est-ce que ça va être simplifié ou pas? Nous le verrons bien dans les faits. Sachant que le déficit d'investissement a été de 540 milliards sur les 2 dernières années, est-ce qu'il va assez loin? Il a de l'ambition. Il veut mettre sur le social, sur la transition énergétique. C'est une bonne chose. Il veut faire en sorte que chaque projet qui sera financé par ce plan soit contrôlé démocratiquement, que les citoyens puissent savoir quels sont les investissements qui sont faits. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Il ne met pas d'argent sur la table. Il dit... Ce serait 21 milliards entre la BEI 21 milliards, mais c'est des garanties. C'est de l'argent qui existe déjà dans le budget européen. Et ça va attirer, pour chaque euro public européen, 15 euros d'argent privé. La réalité infirme ce type d'effet de levier multiplicateur. On est malheureusement potentiellement en train de confirmer l'idée qu'on va socialiser les pertes. Donc c'est l'argent public qui assurera les risques et c'est l'argent privé qui tirera les bénéfices. Il faut surtout que cet argent soit orienté totalement différemment.
La BCE a fourni 1000 milliards aux banques. On continue essentiellement avec l'argent public européen à financer des banques, à financer des investissements financiers et pas l'économie réelle, et à aller encore vers des projets comme le Lyon-Turin ou potentiellement Notre-Dame-des-Landes, tout ça qui sont des projets qui ne servent pas les citoyens européens. Alors justement, vous évoquiez la capacité en fait via la transition énergétique à créer de l'emploi et de la relance. Vous êtes le coordinateur pour le groupe des Verts pour la conférence de Lima, la conférence sur le climat qui va se tenir en décembre prochain. Est-ce que vous y croyez encore finalement à ces conférences qui n'aboutissent jamais à rien? Il faut y croire. On n'a pas le choix. Tous les rapports scientifiques se succèdent et nous disent que si nous n'agissons pas, ce sera un crime contre l'humanité parce que c'est accepté qu'il va y avoir des millions de morts, des dizaines de millions de déplacés climatiques. On va avoir des catastrophes permanentes dans tous les pays du point de vue du climat, les inondations, les canicules. Aujourd'hui, la responsabilité des dirigeants, ce n'est plus de nous montrer la voie. C'est de libérer les initiatives. Alors, par exemple, c'est de favoriser. Quand la Chine et les États-Unis signent un accord de réduction des gaz à effet de serre, vous êtes confiant ou vous dites que c'est encore pas assez? C'est pas assez. C'est un bon signal que les États-Unis, la Chine fassent cette annonce-là, que l'Europe fasse une annonce quelques semaines avant sur ses objectifs climatiques. C'est bien. Ça montre que le sujet est sur la table. Le problème, c'est que les objectifs tels qu'ils sont annoncés aujourd'hui ne sont pas à la hauteur du défi climatique. On sait qu'il ne faut pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique. Et là, on sera à 3,5, ce sera? Exactement. Sinon, ce sera ce que dit la Banque mondiale, un cataclysme. Donc, ce qu'on doit démontrer à la société et à nos dirigeants dans les mois qui viennent, avant Lima, mais surtout avant la grande conférence en décembre 2015. de Paris, c'est que si on lutte contre le dérèglement climatique, ça n'est pas une contrainte, on vivra mieux en gros, dans une société qui lutte contre le changement climatique. C'est le meilleur plan de relance possible. C'est le meilleur plan de relance possible et c'est la meilleure façon de se réapproprier les questions politiques, de remettre de la démocratie dans nos institutions et dans nos vies. Justement, pour parler démocratie et institutions, on vient d'apprendre que l'Union européenne ouvre officiellement une procédure d'infraction contre la France sur la question de Sivens. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? C'est une évidence. Il y a déjà une procédure d'infraction sur Notre-Dame-des-Landes. Vous savez que la Cour des comptes critique énormément le projet Lyon-Turin. Il y a toute une série de projets en France qui servent plus à quelques égos d'élus locaux, qui servent plus à quelques intérêts privés, qui ne servent pas les citoyens. C'est un gaspillage d'argent public, c'est une destruction de notre environnement. C'est ce que dit la Commission européenne. En tout cas, c'est ce sur quoi elle attend des réponses beaucoup plus claires du gouvernement français. Et je rappelle que c'est une zone humide et donc il va falloir, avec tous ces blocages, ces mobilisations, et on a vu le drame à Sivens, il va falloir que le gouvernement français, le président de la République, remette à plat tous ces projets. Tous ceux qui luttent à Notre-Dame-des-Landes, à Sivens et ailleurs, ils ne luttent pas pour leur intérêt privé, ils luttent pour qu'on vive mieux. Écoutez, on s'arrêtera sur ces mots. Merci beaucoup Yannick Jadot d'avoir été parmi nous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!